originale de gestion d'énergie et que je terminerai avec une conclusion et quelques perspectives. Donc, quand vous avez le secteur de transport est responsable d'un taux considérable des émissions de CO2, comme vous voyez ici, à peu près de 23%. Sur la figure à droite, donc les véhicules légers, donc les light cars, sont responsables de 45%. Donc c'est un taux considérable dans la consommation d'énergie et par conséquent, vous voyez en bleu la distribution des émissions de CO2 par mode de transport. Donc les véhicules légers sont responsables d'un taux considérable des émissions de CO2. Pour cela, on a pensé à trouver des solutions à zéro émission pour réduire les émissions de CO2. Donc les limitations principales d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule ordinaire thermique, donc comme vous voyez, on a ce qu'on appelle l'autonomie. Donc avec un véhicule à batterie, on a besoin à peu près de 3 à 4 arrêts pour atteindre la même autonomie. On a le temps de recharge qui sont trop importants. On a par exemple le coût de recharge des batteries. Donc, pour cela, on a besoin d'améliorer, d'avoir un véhicule électrique avec quasiment les mêmes performances que véhicule thermique. Donc, vous voyez ici, le plug-in a commencé à concurrencer le véhicule gasoline, donc avec 600 km d'autonomie et 50 en mode urbain. Donc les barrières principales d'un véhicule électrique sont souvent délimitées par la durée de vie du système de stockage, l'infrastructure, le temps de recharge, la durée de vie. Mais principalement, on voit clairement ici que ces principaux barrières sont liées au système de stockage d'énergie. Voilà. Donc, si on peut trouver une solution optimale, on peut trouver un problème aux barrières de commercialisation des véhicules électriques. Donc, les systèmes de stockage qu'on peut utiliser, on a les piles à combustible, les batteries, les supercondensateurs, et même le stockage inertiel parfois. Donc, quel système de stockage on va utiliser? Donc, est-ce que la batterie supercondensateur, est-ce que la pile supercondensateur? Donc là, on est dans une contrainte liée au poids, au volume, au coût et même durée de vie. Donc, dans le cadre d'une thèse de mon collègue Rida, on a trouvé un chiffre clé. Donc, au-delà de 150 km, la solution hybride batterie supercondensateur, il n'est plus rentable. On peut atteindre, par exemple, à 400 km, on est à 1000 kg. Donc, c'est pas rentable. Donc, la solution monosource, par exemple, elle est à 450 km. Pour 250 km, on est à 450 kg. C'est raisonnable. Mais au-delà de ce taux, on ne peut pas aller plus loin avec un système hybride. Donc, le diagramme de Dragon nous facilite la tâche de chercher le bon composant pour atteindre une autonomie de 700 km, par exemple. Quelle est la solution dans ce cas? Par exemple, sur l'axe des axes, on a l'accélération. Sur l'axe des Y, on a l'autonomie. Généralement, la solution, c'est l'hybridation. Par exemple, si on veut se placer ici avec une batterie lithium-ion et pile à combustible, sinon, avec les supercondensateurs, on est là. Mais la question qui se pose, est-ce que vraiment la solution supercap pile à combustible est intéressante? Donc, on va essayer de considérer ce système de stockage
Donc une pile à combustible avec un système de stockage d'hydrogène à 350 bars, et on va étudier deux technologies de sources secondaires qui est la batterie HP et les supercondensateurs. Donc pour commencer, on va considérer cette architecture simple. Donc c'est une architecture à monomoteur avec un étage de puissance, donc le système hybride. Donc la pile est connectée au bus continu à travers un convertisseur boost, et la batterie elle est connectée au bus continu avec un convertisseur bidirectionnel en courant. Donc comment dimensionner cette source? Donc comme vous voyez ici, la question posée par professeur Khazar, c'est vrai, c'est pas intéressant pour le moment, c'est pas rentable, mais la réponse de M. Bishrif, ça me paraît très clair et très pratique, parce qu'en fait, si on focalise à 20 à 30% à faire des recherches sur ça, peut-être dans l'avenir il y aura des améliorations point de vue, parce que en fait la contrainte principale ici c'est le prix et la durée de vie du pile à combustible, de la pile. Donc on est à 55 kilos pour le prix, et la durée de vie on est à 5000 heures ou bien à 100 000 km. Donc si on arrive à améliorer ces chiffres, peut-être ça peut être plus rentable. Donc on va essayer de trouver un algorithme de dimensionnement, une bonne méthode de gestion pour améliorer ces deux contraintes. Donc les technical specifications, ou bien le cahier des charges qu'on va considérer, c'est autour de cette synaptic diagramme. Donc on va essayer de considérer des profils de mission ordinaires, un modèle dynamique, et on va essayer de développer des méthodes de gestion en dimensionnant le système de stockage. On va évaluer ces dimensionnements en termes de consommation d'hydrogène et en termes de durée de vie des systèmes de stockage. Donc, dans le cadre de collaboration de notre université à la Guadeloupe avec l'école supérieure de technologie technique de construction automobile et aéronautique à Paris, donc on considère un cahier des charges standard. Pourquoi? Parce qu'on a des données précises, des données qui viennent de l'industrie. Donc on considère la Blue Car, la photo est ici, et pour les cycles de conduite, on considère l'Artemis, l'EDC et d'autres cycles pour évaluer nos systèmes de stockage. Donc on a une plateforme de recherche, donc ça rentre dans le cadre des projets de mobilité entre les deux universités. Donc les caractéristiques de cette voiture sont comme suit. Pour un début, on considère une constante de pente de 2,5%, et le modèle dynamique nous permet de développer les profils de puissance et d'énergie nécessaires pour le dimensionnement de la source hybride. Donc le cycle Artemis a une autonomie de 22 km. Donc pour atteindre l'autonomie de 700, on va répéter le profil 32 fois. Donc là, on est bien avec des profils qui nous permettent de dimensionner la source hybride. Donc, on va considérer les systèmes de stockage, les composants de stockage, la batterie HP Kokam et Maxwell, les supercondensateurs de Maxwell, et une pile à combustible qui est utilisée dans la Toyota Mirai. Donc pour le dimensionnement, on a utilisé une méthode dite Optimal Energy Management. C'est une méthode qui est basée sur la connaissance au préalable du cycle de conduite. On fait la moyenne. Donc la moyenne, donc on aura une puissance constante. Donc la pile va fonctionner avec une puissance constante durant tout le profil. Et les pics de puissance seront assurés par la batterie. Par contre, cette méthode n'est pas pratique. Elle va être utilisée prochainement comme un benchmark. Donc c'est un point de comparaison, parce que
pratiquement, on ne connaît pas le cycle de conduite. Donc, pour le dimensionnement des supercondensateurs et les batteries, nous considérons les équations suivantes. Donc, par exemple, pour les batteries, on a le sizing en termes d'énergie, ou bien according to the recovered battery, recovered power. Par contre, on va prendre le maximum des deux nombres de cellules trouvés. Et pour les supercondensateurs, on va dimensionner en termes d'énergie, parce que c'est un composant de puissance. Pour la pile à combustible, on a les deux premières équations nous permettent de calculer la puissance maximale de la pile. La deuxième nous permet de calculer la quantité d'hydrogène nécessaire pour une mission donnée. Et les deux équations, les deux dernières équations, nous permettent de dimensionner le réservoir d'hydrogène. Donc les résultats qu'on a eus pour une autonomie de 700 km, donc comme vous voyez ici, la source hybride, par rapport à une solution monosource, on est à 38% par exemple en termes de coût, en termes de poids, on est à 30%, en termes de volume, on est à 42%. En termes de coût par rapport à la batterie seule, donc on est à 95%. C'est normal parce que la batterie ne peut pas atteindre une telle autonomie. En termes de poids, on est toujours à 95% et en termes de volume, on est à 83%. En termes de stress, ça c'est à peu près l'image du vieillissement. Parce que lorsqu'on parle du stress, on parle des contraintes vues par le composant et c'est une évaluation en quelque sorte quantitative, qualitative, et non pas quantitative, mais ça nous donne une idée sur le dimensionnement de la source. Donc ici, on voit clairement qu'on est avec des contraintes très importantes sur la pile, ce qui fait que le dimensionnement n'est pas conforme au cahier des charges principal. Donc pour cela, on a utilisé la méthode optimale. Là, on est bien sûr low applied stress. Ça veut dire qu'on a soulagé la pile en sollicitant davantage la batterie. Donc la batterie, elle est à 55%. Par contre, la pile, elle est à 35%, ce qui est considérable. Là, on a développé quelques courbes en termes d'autonomie. En fonction de l'autonomie, on a la masse, le coût et la consommation d'hydrogène. Par exemple, à 300 km, on voit clairement que la solution PAC, ça devient, la solution hybride, ça devient plus importante qu'une solution PAC seule. À 100 km, par exemple, une solution PAC est intéressante. À 150 km, par exemple, on est à une solution avant 150 km, la PAC est intéressante. Par contre, la batterie est plus intéressante, ce qui confirme les résultats qu'on a trouvés dans la thèse de notre collègue Sadoun Rida. En termes de consommation d'hydrogène, ce qui est remarquable, on a un gain de presque 50% pour une autonomie de 700 km. Ça veut dire que la solution hybride est une solution prometteuse pour l'avenir en répondant à la question de M. Khazar. Donc, grosso modo, voilà quelques chiffres donc, pour montrer l'apport de l'hybridation de la pile avec les supercondensateurs et les batteries HP. Pour la deuxième partie, on va essayer de montrer l'influence des technologies de batterie et la source secondaire sur les dimensionnements. Donc voilà, on peut trouver ici que les supercondensateurs ne sont pas intéressantes en termes de poids, par exemple, en termes de volume aussi, en termes de consommation. Donc on est à des taux plus élevés par rapport à la technologie 13HP. Même en termes de stress, donc en termes de contraintes, en termes de durée de vie, on est à
un gain de 13 à 14%. Donc, je passe vite pour montrer la dernière partie. Donc, la gestion d'énergie, c'est un point essentiel et crucial pour, on va dire, le prolongement de la durée de vie du système de stockage. Donc, l'objectif, c'est d'assurer load power equal to FC power plus back power, la minimisation de la consommation d'hydrogène et maximiser la durée de vie de la pile à combustible. Donc, on a développé une méthode originale. Donc, c'est une méthode adaptative basée sur la limitation adaptative de la puissance max et min de la pile. Donc, pour cela, on a développé ce banc de tests sur une pile à combustible réel à l'Estaca à Paris. Donc, cela nous a permis de développer notre propre modèle de pile à combustible avec des data expérimentales. Par la suite, on a développé une méthode de gestion d'énergie basée sur le découpage fréquentiel et une autre méthode, c'est la limitation adaptative. Donc, on va considérer le système de stockage suivant. Donc, en appliquant quelques méthodes de gestion, par exemple l'Optimal Power, Splitting Frequency, une méthode basée sur la logique flow, les limitations adaptatives, on peut trouver les solutions suivantes. Donc, ce qui engendre, c'est la méthode benchmark. C'est le point de comparaison. Et les autres méthodes développées, la meilleure méthode qu'on a développée, c'est Adaptative Limitation. Donc, on est plus proche que les autres méthodes en termes de consommation d'hydrogène, en termes de contraintes appliquées à la batterie et en termes de contraintes appliquées à la pile. Donc, ce banc expérimental développé de 1,5 kW nous a permis de valider expérimentalement la méthode de gestion d'énergie. Donc voilà, on a appliqué un cycle Artemis de 2070 secondes pour évaluer la consommation d'hydrogène et les contraintes appliquées sur les deux composants. Donc voilà, on a un gain de à peu près 0,18 en termes d'hydrogène. On a des contraintes moins par rapport à la pile à combustible, mais comme vous voyez, la batterie est plus sollicitée dans la méthode de gestion développée. Ça veut dire que la batterie a contribué dans le soulagement de la pile, ce qui va augmenter la durée de vie de la pile normalement. Donc voilà, grosso modo, on a un gain de 13% en termes de consommation d'hydrogène et en termes de soulagement de la pile, bon, le chiffre n'est pas exact, mais on est à 23% en termes d'amélioration. Donc, ces gains peuvent confirmer l'efficacité de la méthode développée par rapport aux méthodes existantes. Donc, en conclusion, on peut dire que la méthode de gestion influence directement la durée de vie, le coût et le poids du système de stockage. L'hybridation, c'est une solution qui apporte un plus en termes de consommation, en termes de poids, on est à 38% par exemple. En termes de volume, on est à 31%. En termes de coût, on est à 66%. On a une autre étude, c'est que les cycles de conduite n'influencent pas sur le dimensionnement des systèmes de stockage. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel cycle de conduite pour dimensionner votre ressource. Donc, en perspective, on peut déclarer qu'on est en train de développer quelques méthodes de gestion d'énergie qui prend en compte le aging, c'est-à-dire le vieillissement des sources, de développement de quelques modèles de la pile à combustible qui prend en charge l'état de santé de la pile, et on essaie de développer quelques méthodes de diagnostic des défauts internes de la pile à combustible pour prédire la dégradation des systèmes pile à combustible. Donc merci pour votre attention et je vous remercie. Merci pour la présentation. On a le temps pour 2 questions rapides. Oui. Je suis intervenu en tant qu'industriel. Vas-y. Dans un cadre scientifique. Donc, nous sommes Electro-Industrie, nous sommes la filiale de la holding Electricité. Ah. Salah Chirac.
Donc la CITIF, on a le mec, c'est le producteur et spécialiste dans l'électrochimie. D'accord. Le mec de CITIF, il fabrique des batteries. D'accord. D'accord. Donc, vous, universitaire, là, Magnifique. est rapproché de l'IMPEC, je me permets de parler en présence ici en électro-industrie, puisque nous produisons, nous sommes sur la recherche des produits moteurs électriques. D'accord. Est-ce qu'on s'est rapproché de l'IMPEC, spécialisé dans la batterie, pour justement, comme l'a dit votre collègue patient, est-ce qu'on s'est rapproché de l'IMPEC pour étudier justement la faisabilité de cette pièce stratégique pour le véhicule climatique. D'accord. Ouais. Ça, c'est une approche industrielle. Parce que ce qui manque là, c'est surtout l'intégration qu'il faut arracher en interne, dans notre pays. Le benchmarking, c'est vrai, c'est une opportunité. Il faut que ce soit une opportunité nationale. Après, on va parler de la normalisation. D'accord. La normalisation, le checking. Checking, oui. Donc, la normalisation, elle se base sur une isométrie de travail. Donc, il faut une organisation, et je tiendrai à discuter avec M. Baji pour développer la thématique de la normalisation. La normalisation, c'est un ensemble de données d'entrée, à partir desquelles on va vérifier la donnée de sortie. Exactement. La théorie est là, mais il doit véhiculer un résultat. Donc, 15 ans, 20 ans, mais il faut mettre les potentialités existantes à l'échelle nationale pour justement atteindre des objectifs réels. Parce qu'il y a un potentiel industriel qu'il faut raviver par des investissements avec la collaboration des banques pour justement trouver des solutions fiables. La théorie, c'est extraordinaire. Mais pour cette approche industrielle de normalisation, c'est très important. Il y a l'IANOR, il y a l'INAPI, il y a l'Algérac, tout ça, c'est des ensembles de données. On ne peut pas faire un produit sans qu'il y ait un contrat. Exactement. Il faut des bons déchets, il faut de la normalisation, ainsi de suite. Et je vous remercie. Merci pour l'intervention. Merci. Bon, c'est plutôt une remarque, hein, question. Vous voulez intervenir par rapport à ça? Non, moi aussi je suis dans le même. Oui, on était tout à fait d'accord. Ouais. Mais le chercheur, il n'est pas expert en normalisation. J'attire l'attention. Il peut être consultant, mais effectivement, il y a des organismes de normalisation qui peuvent consulter les entreprises et les chercheurs pour mettre des normes. Sachant qu'il y a aussi des normes internationales qu'il faudra aussi comparer. C'est une batterie. Donc, c'est des valeurs, un ensemble de valeurs qu'il faut rassembler dans l'atteinte de l'objectif final. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en ai une peut-être assez rapide. Vous avez comparé pas mal de choses. Il manque, à mon avis, de discuter sur la batterie. Parce que l'idée, c'est de soulager la pile, de consommer moins d'hydrogène, et ce moins, il va venir de la batterie. Donc la batterie n'est pas indiquée si à la fin du cycle, si elle est chargée ou déchargée. Est-ce que c'est du plug-in, donc on peut la recharger à partir de la prise, ou est-ce qu'il faut la recharger à partir d'hydrogène dans un véhicule qui n'est pas plug-in? En fait, si vous voyez ici, à la fin de la mission, on oblige la batterie de retourner au point initial. Ça veut dire. Par quelle énergie? Hydrogène ou... En fait, c'est la méthode de gestion qui calcule le soc et la puissance délivrée par la pile. Par exemple, si on est dans un point où le soc est diminué, on va adapter la limite maximum de la batterie pour fournir de l'énergie. Donc, à la fin, on est à un point de comparaison à zéro énergie. Donc, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que la batterie est chargée par la pile hydrogène ou par une autre source? Bien sûr, par la pile. Il faudra faire attention parce qu'on soulage la pile en utilisant un peu plus la batterie, mais à la fin, la pile doit recharger également. En fait, le soulagement, ce n'est pas par rapport à la consommation d'hydrogène. C'est le stress. C'est le stress. Donc, on va améliorer la durée de vie et non pas on ne cherche pas à minimiser la consommation d'hydrogène et en jouant sur la durée de vie. Très bien. Ouais. Je vous remercie. Merci à vous. On va passer à... Donc, je vois qu'on est passé par l'amélioration de la durabilité de chantier. Oui. Et je vois qu'on manque d'énergie.
Donc c'est la période de sieste. Donc les gens ils sont fatigués un petit peu, mais vous allez être propulsé par l'électronique de puissance par le professeur Abdelmalek Khazza. فليتفضل. هاي on va dire 20 minutes avec les questions, bien sûr. Vous allez propulser l'énergie des gens. On va propulser le temps alloué à la présentation. Donc, l'intervention, c'est la proportion. L'intervention, c'est intitulé Propulsé par l'électronique de puissance. Un aperçu, c'est la révolution de l'attraction électrique. Quand on entend le mot traction électrique, là, on parle d'entraînement électrique. Donc, c'est l'association convertisseur de puissance, machine électrique. Donc, c'est départagé parce que c'est une question d'historique, c'est avant début de l'attraction électrique, avant le thyristor, et puis l'ère des thyristors, et puis la révolution des transistors de puissance. La partie la plus importante pour nous, comme associés au CRT dans le développement des ondes d'erreur, c'est les contraintes du convertisseur de puissance. Là, on va définir les contraintes qu'on va appliquer pour la réalisation de l'onde d'erreur de puissance. Et puis, on va voir est-ce que ces contraintes, elles existent, elles sont respectées dans ce qui existe dans l'industrie, c'est le Toyota Prius. On va voir les trois critères qu'on va les définir à respecter. Est-ce qu'il existe dans la réalisation pratique par rapport à ce qui existe réellement? Donc, le début d'entraînement électrique, il y avait de l'imagination. Là, c'est le système d'entraînement de Ward-Lionel. Les électrotechniciens, ils ont démontré l'imagination parce que dans le 1890, il n'y avait pas d'électronique, même l'électronique de puissance. Mais il y avait un besoin d'entraîner les machines électriques. Là, le système de Ward-Lionel, il va utiliser deux autres machines. Il peut être le premier moteur, c'est un moteur diesel ou un moteur AC, et puis le deuxième, c'est une génératrice qui va varier la tension pour contrôler le moteur. Donc, l'idée principale, c'est le contrôle de machine à courant continu à partir de la variation de la tension de l'induit, tout en fixant la tension de l'excitation. Donc, ça, c'est l'idée principale qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est une idée qui est créée en 1890, même en absence de l'électronique de puissance. Donc, là, on voit bien, ça veut dire le premier... Donc, le premier moteur, il peut être un moteur diesel, comme il peut être un moteur DC, comme il peut être un moteur AC. Le deuxième, c'est une génératrice. On fait varier l'excitation et puis on a une variation par rapport à la tension et on peut contrôler la vitesse du moteur. Ça, c'est le premier moteur utilisé dans la traction électrique. Dans les trains, ça date depuis 1890. Le deuxième système, là, il y a un dilemme. Le collègue avant, il a dit on va prendre directement la machine à 5 ans, mais c'est une question qui existe depuis 1890. Lequel du moteur qui est meilleur pour l'entraînement? Est-ce que le moteur AC, est-ce que le moteur DC? Quel type? Donc la question, il n'y a pas de réponse sur cette question. Chacun, il va voir la solution comme il veut. Ça veut dire quelqu'un qui prend la machine à courant continu comme une référence, il va continuer à défendre la machine à courant continu, qui va prendre la machine à synchrone comme référence, il va continuer à défendre la machine à synchrone. Donc le deuxième, c'est le système de Djokovic. Dans la machine à synchrone, on sait que si on absorbe la puissance de l'auteur, on va diminuer le rendement. Mais quand on diminue le rendement, on diminue également la vitesse.
L'idée, c'est d'absorber la puissance à partir de l'hôtel avec des rhéostats. Ils vont utiliser l'énergie ohmique en plus pour d'autres applications, par exemple pour le chauffage. Mais l'idée, elle existe là. C'est faute de l'électronique puissance. Shirbis, en 1907, il a utilisé un autre système. Au lieu d'utiliser directement des pertes ohmiques, il va utiliser un système, il va récupérer la puissance pour entraîner un deuxième moteur. Un deuxième moteur, soit pour une autre application, soit pour stabiliser la vitesse. Mais là, ce n'est pas l'application elle-même. Ces deux exemples sont la référence des entraînements électriques qu'on va le trouver jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire tout ce qui est inventé par rapport au contrôle des entraînements, il existe depuis 1900. Après, on commence à avoir l'électronique de puissance qui va venir tout doucement. Là, on a la diode à vapeur de mercure. Si je vois à droite, c'est un redresseur triphasé. Ça, c'est un redresseur triphasé. Et puis, le cathode, il est dans le mercure, il va vaporisation. Il y a le mercure vaporisé. Et puis, quand il y a une tension, il y aura une ionisation. Il y aura un arc qui va laisser la puissance se déplace. Bien sûr, si la tension est appliquée dans un sens, il y aura la formation de l'arc. Par exemple, là, c'est une phase. Ça, le deuxième, c'est le principe, la tension la plus positive. Donc, l'arc, il va se déplacer. On va voir la commutation directement. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il faut voir un oscilloscope. Après, la diode à vapeur de mercure, et il y a la diode thermo-ionique, ça veut dire on fait chauffer un matériau qui est capable de laisser des électrons sortir sous l'effet de l'agitation thermique. Après, on aura, bien sûr, si on applique la tension dans un sens, il y a une création de champ qui va favoriser le déplacement des électrons des cathodes vers l'anode, de l'anode vers le cathode, et la tension inverse, elle va stopper cette variation-là, ce passage. Bien sûr, pourquoi on cherche le redressement? C'est justement pour améliorer le système de Leonard. Ça veut dire, l'idée principale, c'est de minimiser les deux moteurs. On laisse un seul moteur, on contrôle un seul moteur. Donc, l'électronique puissance, il y avait un besoin. Ça veut dire, là, il y a un besoin d'avoir une tension continue. Donc, à partir d'un certain temps, on a des redresseurs, on peut avoir le courant continu, on peut contrôler le moteur à courant continu. Mais ça, ce n'est pas suffisant parce que là, on veut contrôler davantage, ils ont créé le théatron. Le théatron, c'est comme la diode à vapeur, mais à la différence, plutôt ionique, à la différence, on va insérer une grille. Et dans la grille, on va imposer une tension négative qui va empêcher la diode qu'elle fonctionne correctement. Donc la grille, s'il y a une tension négative sur la grille, le théatron il est bloqué. S'il y a une tension positive, donc il y a le passage. La diode, elle va fonctionner. Ça, c'est le principe de thyristor. Donc le théatron, c'est le composant qui vient avant le thyristor. Mais ce qui est bien avec ces composants qui semblent ils n'ont pas une maturité grande, on arrive à avoir la transmission en courant continu sur une ligne de 37 km, mais quand même on peut avoir un convertisseur de fréquence. Un convertisseur de fréquence, c'est le cycle convertisseur qui varie la fréquence de 25 à 60 Hz avec une puissance de 20 MW. Donc c'est une puissance énorme. Même dans ce temps-là, il n'est pas assez facile d'avoir un convertisseur de 20 MW. En 1936, on arrive à avoir un cycle convertisseur avec une puissance de 20 MW. Et quand même, on peut faire l'entraînement, tout ce qu'on veut, tout ce qui existe comme technologie aujourd'hui, il existe en 1936. Ça veut dire on peut faire le redresser, on peut avoir deux machines, le système multi-machine, l'inversion du sens de rotation, le contrôle. Ça, c'est bien acquis en 1900. Là, à partir entre 1920 et 1950, on a la diode de sélénium. Ça, c'est la technologie du semi-conducteur qui va venir tout doucement.
À partir de là, on va passer rapidement. L'ère de thyristor, c'est bien sûr avec l'apparition des transistors, il y avait le thyristor avant. Après, c'est le thyristor qui est venu, le thyristor qui est connu. C'est un interrupteur commandable à la fermeture, mais à l'ouverture, il est bloqué. Plutôt, on peut le fermer, ça veut dire on peut l'amorcer, mais on ne peut pas le fermer. La fermeture, elle se fait par le circuit externe, ça veut dire comme la diode. Donc, il n'est pas contrôlé à l'ouverture. Ça, c'est l'inconvénient. Mais en 1964, il y avait le circuit d'aide à la commutation de Murray. Le circuit d'aide à la commutation, on va utiliser un circuit auxiliaire qui va aider au blocage du thyristor. Maintenant, on a un interrupteur qui est commandable à la fermeture et à l'ouverture. Donc, tout l'inconvénient qui était avant, là, on a un thyristor qui se ressemble dans le fonctionnement comme l'IGBT, mais on ne connaît pas dans ce temps-là l'IGBT. Donc, il devient un composant commandable dans les deux sens. Bien sûr, là, quand je dis la technologie d'entraînement des circuits électriques, elle est la même. Juste, on commence à améliorer l'ensemble des convertisseurs. Au lieu d'avoir des thératrons, on va utiliser des thyristors. Au lieu d'avoir des diodes à vapeur, on va utiliser des diodes au silicium. Et puis, on commence à améliorer, optimiser, juste optimiser. Même vers les fins des années 1980, bien sûr, on a des collègues qui ont fait des thèses en France, des thèses, et on a vu ce compromis, ça veut dire les enseignants qui enseignent l'électronique puissance avant, ils aiment bien enseigner que le thyristor et la diode parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'IGBT. L'IGBT ou les transistors, ils ont venu bien après. Là, on a un ondulaire de courant, et puis on utilise des circuits d'aide à la commutation, des capacités pour passer. Là, encore, il y a une autre amélioration. On utilise l'ondulaire à thyristor comme un ondulaire ordinaire. Et on peut, les notions de l'MLI et de la modulation de la recherche d'impulsion sont bien arrivées. Donc, avec l'arrivée de l'MLI et le PWM, c'est complètement l'ensemble de l'électronique puissance, elle est là. À partir des années 80, c'est le GTO qui est venu. Donc, des années 50 à 90, on a les moteurs DC, ça du point de vue DC. Et à partir des années 90 jusqu'à 2000, jusqu'à aujourd'hui, c'est le moteur AC, mais ça n'empêche pas l'existence des moteurs à colle continu jusqu'à aujourd'hui, qu'on le retrouve dans des applications de tramway ou d'autres. Avant, il y avait Ward Lionel, et avant les thyristors à mercure, les thyristors phase contrôlée, on a les HR, on a les cycloconvertisseurs, on a les ondulaires à la base des thyristors, et puis après les années, il y avait le transistor, il y avait les GBT et le GTO. Donc, c'est quoi la différence entre les différents composants? Autant tous les composants, ils sont contrôlables à l'ouverture et à la fermeture. Par exemple, là, on a le transistor bipolaire, on a le transistor d'électron, on a le GTO, on a le MOS, on a les GBT. C'est la différence, c'est le courant absorbé par le composant lui-même. Par exemple, si on prend le dielectron, si le dielectron il va passer 300 ampères, il a besoin de 30% du courant principal pour la commande. Donc, si on a un transistor bipolaire fait pour fonctionner 300 ampères, dans la commande, dans la carte de commande, on a besoin d'une carte de commande qui fait passer 100 ampères. Donc, la partie commande, elle-même, elle est devenue une carte de puissance. Et c'est là que l'IGBT, il trouve tout son ampleur. Ça veut dire qu'il a besoin, ça veut dire qu'il est commandé déjà en tension, ça veut dire qu'il suffit de plus ou moins 15 volts. Et puis, c'est des impulsions de 2 ampères, 3 ampères, mais c'est juste des impulsions. Donc, du point de vue puissance, il ne consomme plus. Là, on continue, quand même, on continue maintenant le transistor, l'IGBT qui va prendre la place des thyristors, qui va la place du GTO, et on améliore la qualité des ondulaires, ça veut dire du point de vue harmonique, du point de vue réaction, du point de vue fréquence. Avec ça, il y a la partie la plus importante. Bon. Donc, je vais passer rapidement et je vais prendre quand même 5 minutes. Là, on parle de BMS. Dans les BMS,
ce matin, mais le BMS, il n'est pas suffisant pour le contrôle des batteries parce que après les batteries, il y a l'électronique de puissance. Donc, parmi les solutions existantes aujourd'hui, on va utiliser un HR sur voltaire en même temps qui contrôle. Donc, on combine les solutions. Et là, on a un problème, par exemple, par rapport aux inductances. La chose la plus importante en électronique de puissance, c'est la commutation. Pourquoi la commutation, c'est la chose la plus importante? Parce que toute la puissance dégagée par le thyristor, elle se passe lors de la commutation. Si on voit ici, on a le courant qui monte, la tension qui descend, la multiplication des deux, il y a une puissance. Donc, quand il y a une puissance, c'est la partie. Donc, le premier critère qu'on va prendre quand on réalise l'ondulaire, c'est la gestion de l'énergie dissipée par la commutation. Mais, classiquement, on a une solution classique, c'est le surdimensionnement. Ça, on le fait tous, mais le surdimensionnement, on peut éviter certains. Le deuxième problème qu'on a, ce n'est pas seulement la commutation, parce que la commutation, elle est liée aux inductances de fuite, les inductances de câblage. Donc, il existe des inductances de fuite. Comme il y a des inductances de fuite, il y a des sur-intensités, il y a élargement de la bande de commutation, il y a des pertes de plus, donc on ne peut pas contrôler à partir, surtout quand on passe un ondulaire de puissance, là on ne peut pas contrôler. La solution avant c'était le circuit d'aide à la commutation, tout ça c'est le circuit d'aide à la commutation, donc la gestion du circuit d'aide à la commutation, il était plus importante que l'ondulaire lui-même. Là on a une courbe qu'on a retirée de notre laboratoire, c'est un court-circuit, on essaye d'intervenir, on essaie d'intervenir sur le driver, intervenir même avant le court-circuit. Cette courbe nous a coûté peut-être 6 ans, 7 ans pour l'avoir. Pour éviter le problème, des inductances de fuite, les inductances parasites, on utilise le câblage laminaire. Peut-être pour les petites puissances, au-delà de 3 kg, 5 kg, on peut utiliser un câblage ordinaire. Mais au-delà de 10 kg, il faut le câblage laminaire. Donc, le câblage laminaire, après, on a, les choses, ils sont sophistiquées. Et pour éviter les problèmes de câblage, on utilise directement des composants. Dans le composant, on a tout le l'ondulaire. Et bien sûr, il y a le driver. Et puis, la dernière étape, on va voir, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a dit, existe dans l'ondulaire de Périus. Vous voulez tout voir la faute. Donc, dans l'ondulaire de Périus, dans l'ondulaire, on a la partie commande, on a les EGBT, ils sont juste juxtaposés pour éviter le problème de câblage. Et puis, il y a le problème de refroidissement, on utilise un refroidissement à l'eau. Il y a, dans l'ondulaire, il y a la partie élévation boost, donc on a un problème d'inductance. Pourquoi je dis inductance? Quand vous dites le système récupérer juste l'inductance. Juste l'inductance, malgré elle paraît, c'est la partie plus faisable. Mais il y a un problème de matériaux parce qu'il y a le problème de saturation, il y a le problème de volume. Je ne sais pas comment ils ont fait cette inductance-là. Il y a des secrets dedans. Mais le reste, on peut le faire. Pour la commande, il n'y a pas de souci. Même pour les ondulaires, de toute façon, les ondulaires, maintenant, ils se vendent un composant total. Il y a tous les bras. Ça veut dire là, on n'a rien à faire. Donc, la partie commande, on peut intervenir. Là, c'est le câblage, les bis barres utilisés avec les capacités. Donc, je rappelle, et je finis avec ça, pour réaliser un ondulaire, il faut gérer la température, il faut utiliser le câblage. Et vers la fin, pour le contrôle, ça ne pose pas de problème, il y a l'inductance. Mais surtout, il faut gérer le câblage. Ça veut dire si on veut réaliser un ondulaire, on commence à apprendre comment câbler les composants entre elles sans avoir une inductance de fuite. Et je vous remercie. Mais quand même, j'ai 18 minutes. J'ai 18 minutes. Je n'ai pas dépassé. Non, je n'ai pas dépassé. 25, oui, je n'ai pas dépassé quand même. L'ordinateur en attendant. Donc, peut-être, bon, il me reste 3 minutes pour 15 heures. Vous voulez une question ou là? Ouais, là, on laisse pour
Est-ce qu'il y a une question? On laisse la pause. Donc, merci. D'accord, merci. عم يدخل ويقول لك خلصت انا ما خلصت مليح لا قال لك 20 مينيت هو مين لقيتها 18 قال لي 20 مينيت Vas-y Mohamed Bark, tu présentes Nadir Bark ou Nana? Dernière présentation de la session, le collègue Nadir Delal sur la conception d'un système de propulsion hybride hydrogène puis la combustible électrique pour semi-remorque. Donc c'est une présentation non pas par visio mais par vidéo. Voilà, par vidéo parce que je tiens, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je tiens juste à excuser Nadir Lebal qui est mon collègue à l'UTBM parce qu'il a eu son papa il est toujours malade, donc il est resté pendant pratiquement un mois ici en Algérie et donc malheureusement il ne peut pas revenir pour des raisons de contraintes. Voilà, il s'est excusé, on va écouter sa présentation, je vais essayer de l'écourter pour que juste vous puissiez avoir. Donc c'est un projet qui a duré en tout 10 à 11 mois dans la conception, la réalisation d'une remorque autoporteuse à hydrogène. Avant tout, je tiens à m'excuser de n'avoir pas pu venir sur place et présenter nos travaux sur le projet d'impossible. Et en même temps, je tiens à remercier mes collègues de m'avoir invité pour me permettre de partager avec vous nos travaux sur le projet. Ce projet Lavoisier concerne la conception d'un système de propulsion hybride hydrogène et la combustible électrique pour une semi-remorque. Cette semi-remorque, on l'a baptisée High Drive, c'est la première semi-remorque à hydrogène au monde et une semi-remorque propulsée. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de consortium avec les entreprises et sur la partie UTBM, l'université. C'est moi, Nadir Lebal, qui a géré et qui a encadré la partie mécanique, et mon collègue Abdeslam Djadif sur le responsable de la partie électrique. Le plan de ma présentation est le suivant. Je commence par présenter le cadre général du projet, ensuite une mise en œuvre du projet où je présenterai la partie mécanique ainsi que la partie validation du concept et je m'attarderai sur la partie intégration. Le cadre général du projet. Le projet est un projet de recherche collaborative de la région Canton-Franche-Comté. Le budget total du projet était de 1,4 million d'euros financé à 50% par l'AMIF. C'est un projet également labellisé par le gouvernement. Pour le consortium, le projet Lavoisier est porté par un groupe d'entreprises et une université, c'est l'UTBM. Il s'organise comme suit. On a pris l'offre solidaire du marché européen, c'est vraiment en tant que porteur du projet. De son côté, HEC sont limités par c'est le nombre de places dans les tracteurs. Il peut surprendre que le
batteries, par exemple, si on peut assurer une distance de 44 tonnes, le véhicule aura besoin de 6 tonnes de batterie, ce qui implique un coût extrêmement élevé. En revanche, une remorque dispose sous son plancher de la place nécessaire pour la mise en place des éléments d'électrification. À cet effet, l'hydrogène est retenu car un ensemble pile à hydrogène, pile à combustible et tout ce qui est réservoir à hydrogène pèse 4 fois moins que l'ensemble pack de batterie plus moteur électrique. Pour la même moteur, le projet Lavoisier a pour objectif de créer un nouveau marché de la remorque propulsive intelligente. L'intégration de l'hydrogène comme vecteur d'énergie dans ce remorque en démontrant la pertinence de la production d'électricité par le système de combustible à un essieu électrique. Les produits qui ont été retenus dans ce projet, c'est le système hydrogène qui est posé sur la seconde, c'est ce qui est représenté ici en vert. On a la pile à combustible et le système batterie également, ainsi que le système de propulsion qui est l'essieu électrique. Toute la partie gestion de l'énergie entre tracteurs et remorques, entre piles et essieux est également gérée par nos équipes. On voit pour chacun de ces éléments, ainsi que la partie. Rani, j'essaie de courter un petit peu, que je n'ai comme les... La définition de nos systèmes de suspension et de fixation. Il y a deux approches, une approche mécanique et une approche électrique. Test de composants et conception électrique, et finalement l'intégration pour les deux parties mécaniques et électriques. Concernant l'architecture de la chaîne cinématique, la conception traditionnelle, c'est le tracteur avec l'hydrogène va alimenter une pile qui génère une tension électrique entre 120 et 260. La pile va, l'énergie électrique va sur le convertisseur qui va générer une tension de 400 volts pour le stockage dans la batterie haute tension. La batterie haute tension, elle alimente directement l'essieu électrique positionné ici sur le troisième essieu de la seconde. Ainsi, il y a un système de gestion d'énergie entre le tracteur et l'essieu électrique, le moteur électrique, pour assurer une consommation maximum de 50% d'énergie en train. Concernant la mise en œuvre du projet, je vais me concentrer ici sur la partie mécanique dont j'étais le responsable. La partie mécanique concerne la partie conception, calcul numérique, réalisation mécanique, intégration et test contradiction. La partie conception concerne la conception du rack pour les hydrogènes, pour les systèmes de stockage d'hydrogène. Les racks concernant la pile, la combustible, la batterie, les différents échangeurs et les convertisseurs, ainsi que tout ce qui est partie édition et nomenclature pour la réalisation des composants. La partie calcul numérique concerne les calculs vibratoires ainsi que les calculs en statique aux différentes conditions. La réalisation des différents racks, soit avec le partenaire, la société Freeoff, des prestataires. Il y avait la partie intégration qui le processus vertical. L'objectif, c'est d'adapter ce rack pour la position de la solution de manière horizontale, où il y avait initialement il y avait cette bouteille, on a enlevé tout ce qui est éléments supplémentaires. Donc c'est toute la partie dimensionnement et mécanique de du rack pour porter les réservoirs à hydrogène. Et il ne faut pas les percer. En revanche, on peut imaginer de fixer des pattes qu'on peut percer par la suite. C'est la solution qui a été retenue ici.
Je vais essayer de passer un peu pour peut-être vous éviter trop de détails. On va aller sur voilà. Donc toute l'architecture les essais vibratoires sur la structure métallique. Les éléments comme les roues, les amortisseurs, les silent blocks sont représentés par des ressorts, voilà, et des masses ponctuelles. Et certains points ont été représentés par des liaisons d'organisation. Ceci pour simplifier les calculs. L'étude vibratoire est présentée ici. Les modes plus intéressants, la durée du système. Ceci a permis de dimensionner les salles pour éviter les collisions. Une fois la partie conception validée, le système de fixation, la démarche de montage, démontage et validée, et le plus l'échangeur ainsi que les CTC. Donc toute la partie fixation à l'arrière de la semi-remorque et puis est fixé sur une table pliée en U. Attends 3 étages. Le fond supporte le DCTC et les 2 étages supportent les 2 visibilité. Pour éviter le problème de vibration, nous avons intégré 4 salles. Sinon, pour le coffre des éléments électriques, les 2 petits convertisseurs électriques et la boîte de commande, on donc les racks de la batterie. Alors le dimensionnement des cylindres blocs. Et puis la réalisation mécanique maintenant. L'ensemble des éléments électriques et mécaniques ont été testés sur des bancs d'essai avant le montage final sur les solutions. Pour ce qui concerne les cylindres électriques, les convertisseurs, le calculateur. De même pour le câblage électrique, on peut remarquer sur cette figure un schéma à échelle 1. Il y avait une conception du schéma électrique, plusieurs conceptions, 13 versions. Conception de la matrice du faisceau, réalisation et test sur faisceau. Alors le câblage a été fait d'abord en projection sur le sol en fait, pour être sûr qu'avant de le transférer sur le véhicule. Déblocage à bord de la remorque. L'essai de remorque réalisé également à Amsterdam, il y avait la connexion électrique des faisceaux. Démarrage arrêt de tous les différentes étapes. Donc il y a une vidéo à la fin qui fait le... Donc ça c'est la remorque. Ça c'est en 11 mois la réalisation des tests de la remorque. Nous avons obtenu une réduction de la consommation de diesel de 24%. En conclusion, le prototype a été testé avec succès. Donc à la fin, La consommation de diesel, 26%. Le gain mesuré est de 26%. 26%, alors que l'objectif était, je pense, le gain de... Non, ici le gain, parce que il y a le tracteur, il y a la remorque.
بس إذا تشتري non, le retour sur investissement, c'est que non, non, toute la partie commerciale, l'instant. Pourquoi c'est beaucoup mieux que c'est la comparaison. Oui, on va. Oui, en grande partie, oui, c'est les gens du laboratoire. Alors pour remarque, c'est pratiquement les mêmes personnes qui ont travaillé sur le véhicule Mobipost de ce matin et le MIT. Voilà, le personnel technique, c'est des ingénieurs. Voilà, attaque le Sahara. Donc, il n'y a pas de question. On nous envoie par mail. Merci. Hein. Donc on passe au poste café, c'est ça? Non, non, au poster. S'il vous plaît, les porteurs du projet. Poster.